Salut à tous, bienvenue dans Bits, épisode numéro 127. Un épisode qui fait bien chaud, encore une fois, dans le studio. Je suis Christophe, ce soir je suis accompagné de mon compère Stéphane. Salut tout le monde. Comment ça va? Ça va, et toi? Bien, merci. Un peu chaud, là, quand même. Dans le... Un peu chaud. Il Et fait un chaud peu aussi. moustiqué aussi. Et un petit peu moustiqué. Quoi qu'on a fait le ménage juste avant, là, on en a Le ménage, tué voilà. 4-5. Normalement, on va être bien, là. Merci Voilà. quand même au chef pour les moustiquaires. Ah ouais, non, ça c'est sûr, c'est l'invasion. Voilà, un épisode pas mal chargé quand même ce soir. On a pas mal de news, on a du hardware, on a de l'électrique évidemment, comme toujours. Et on a du gros test. On a du test, dis donc, un test, non, petit test de matos. Et de smartphones, et puis des news en vrac, pas mal de trucs. Et émission en public, encore. Hein. Émission Encore. en public, ah ouais, non, vous voyez pas, mais il y a au moins 200 personnes ici dans le studio qui sont installées par terre devant. C'est Mais qui ne incroyable. font pas du karaoké. Non. Regardez l'IRL. Voilà. C'est ça. Première émission post-IRL, c'est vrai. On a passé un super bon week-end. Une bonne journée. Ouais, c'est sympa. C'était bien sympa. Ouais. On a bien joué, on a bien mangé, on a bien fait la fête. C'était génial. Pas de tasse sous la table avec du miel dedans. Non, Scalène, non. Non. On n'a pas tout ça. Bah écoute, je te Il fait propose... référence aux 3 bouteilles qu'il avait ramenées, je pense. Ah, les bouteilles de miel, c'est ça avec, Ouais, de miel. ouais, tisane, miel, camomille, avec tout ça. de l'eau et voilà, Ouais. légèrement fermenté. Voilà, tout à fait. Mais écoute, je te propose de commencer de suite. Ah bah on est parti. C'est parti? Allez. Allez, on commence dans le vif du sujet avec la première news qui est cette fois Intel et qui va parler de ses nouveaux CPU. Alors, c'est une news un peu... c'est le bordel chez Intel. Donc je l'ai présenté comme ça parce que Intel a lancé sa 10e génération de Ouais. CPU, mais en fait, dedans, il y a 2 architectures. Donc déjà, ils partent, c'est un peu difficile. Donc ils avaient annoncé il y a quelques semaines l'architecture Ice Lake, donc qui était en fait juste une évolution de celle qu'ils avaient déjà. Ice Lake est là depuis très longtemps, mais ils l'ont fait évoluer notamment pour la graver en 10 nanomètres, donc un peu plus fine. Et ils ont annoncé là cette semaine l'architecture Comet Lake, voilà, qui est juste une nouvelle architecture, mais elle gravée en 14 nanomètres. Mais pourtant tout ça c'est encapsulé dans la 10e génération. Voilà, donc tout va bien. Voilà, donc on reste sur des Core i3, Core i7, Core i5. Par contre, dans la 10e génération, tu vas retrouver à la fois des Ice Lake et des Comet Lake. Et donc évidemment, pour s'y retrouver, il faut aller piocher dans les chiffres plus loin dans la nomenclature des processeurs qu'ils ont donnés. C'est un bordel immonde. Donc tu as le premier chiffre, la 10, c'est la 10e génération, et après derrière tu as plusieurs chiffres qui vont te dire si c'est du Ice Lake ou du Comet Lake, et si c'est avec un nouveau processeur graphique ou pas, si c'est un mobile ou pas, machin. Donc c'est le gros bordel. Le i9 n'a pas disparu. Non, je crois pas, le i9 il est toujours là. Non, il est toujours là. Mais sur le Ice Lake, du coup. Donc voilà, c'est le gros bordel. Donc du coup, il y a 2 architectures différentes. Hein. L'Ice Lake, qu'est-ce qu'on va retrouver dedans? On va retrouver d'abord une meilleure carte graphique, puisque c'est là-dedans qu'on va retrouver la carte graphique G7, qui est la nouvelle version de leur Iris, c'est leur carte graphique Ouais. intégrée de base avec leur CPU. Donc là, on va vraiment avoir une carte graphique mieux, avec 2 fois plus d'unités de traitement, donc ce qui est déjà pas mal. On est quand même très en deçà des cartes graphiques indépendantes, hein, autonomes, mais c'est quand même vachement mieux au C'est niveau quand même- des, ouais, c'est au les niveau des cartes performances. graphiques dédiées bureautiques, on va dire. Ah, un peu plus que ça, parce que tu peux faire pas mal de traitements vidéo en fait. C'est surtout ça que ça va accélérer, ça Ouais. va accélérer tout ce qui va être décodage vidéo, et du coup l'autonomie pour l'utilisation des vidéos sur un laptop type ultra portable. Donc il y a ça, meilleure autonomie, du coup c'est ce que je viens de dire, donc l'architecture Ice Lake, donc l'ancienne architecture mais 10e génération va une meilleure autonomie, parce qu'elle est gravée plus fine évidemment, 10 nanomètres, puisqu'elle chauffe moins, mais par contre elle a une fréquence de fonctionnement inférieure. Ouais. Ok, on suit. Alors on passe à Comet Lake. Donc là, Comet Lake, tu vas avoir l'avantage d'avoir plus de corps en fait sur certains processeurs, donc notamment les Core i7 en U, donc en mobile, ils vont aller jusqu'à 6 cœurs et du coup 12 hyper threadés. Sur du CPU mobile, c'est pas mal. Et ils gèrent aussi la LPDDR4 sur les séries U. Donc Ok. on a ça qui va permettre d'aller plus vite. Par contre, du coup, moins d'autonomie parce qu'ils sont toujours gravés en 14 nanomètres et fréquence par contre supérieure. Donc en gros, c'est le gros bordel. Ouais, c'est le bordel. Donc en fait, il n'y a pas de meilleure architecture que l'autre, ça va dépendre vraiment des usages que vous allez avoir, dont vous allez avoir besoin et du portable que vous voulez avoir en face. Là, ça va vraiment être au niveau du portable que ça fait la différence. Au niveau des bureautiques, des PC desktop plutôt bureautiques, on va retrouver plutôt des architectures type Ice Lake où là on va rester sur des processeurs gravés plus larges mais qui vont pouvoir avoir plus de perf. Donc c'est un peu le gros bordel. Sinon, tu passes sur du Ryzen. Sinon tu passes sur du Ryzen. Ce qui va se passer, alors ce qu'on commence à voir, c'est en parallèle de ça, il y a aussi le projet Athena où c'est le projet qui donne la certification, dont Intel donne la certification, comme quoi vous avez une architecture bien certifiée par nous, qui vous donne jusqu'à 9 heures d'autonomie dans la journée en mode ultra portable. Donc tout ça est en train d'arriver sur les différents constructeurs, les assembleurs de PC. Et donc il y en a 2 qui ont commencé à dégainer.
Enfin, les deux principaux, il y a Lenovo qui a annoncé du coup un refresh de sa gamme ThinkPad. Donc là, on voit le Yoga, donc le ThinkPad X1 Yoga, dans lequel on va retrouver évidemment les dernières générations, les Comet Lake en version U. Voilà, donc ultra portable, belle autonomie et assez de performance. Et de la même manière, chez Dell, on va retrouver le XPS 13, donc le fameux en 13 pouces, qui va lui intégrer jusqu'au Core i7U avec du coup 6 cœurs hyper threadés, donc 6 cœurs et 12 cœurs logiques. Ça commence à être pas mal sur un portable de cette taille-là. Si tu mets ça avec la DDR4, jusqu'à 16 voire 32 Go, ils mettent sur celui-là, ça peut être pas mal pour un laptop, un bon refresh de laptop. Ouais. Moi je t'avoue que le XPS 13, je le regarde un petit peu. Le XPS 13 est intéressant, ouais. Là il est pas mal intéressant. Donc voilà, renseignez-vous bien sur les nomenclatures des processeurs, faites attention, les Core i7 se valent pas tous. Les Y, les U et tout ça sont pas tous égaux. Hein. Et regardez bien l'architecture, donc il faut regarder la nomenclature de tout ça. Voilà. Les constructeurs vont mettre en avant évidemment, on est un Core i7 10e génération, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est le meilleur pour l'usage dont vous en avez besoin. Voilà. Faites attention à ça. Allez, on saute du coq à l'âne, on passe du CPU à la moto électrique, mais en fait, c'est pas vraiment la moto. C'est une marque de moto. C'est une marque de moto qui se lance dans un 2 roues, mais plus petit, puisqu'ils vont faire du vélo. Et ouais, on les attendait pas sur ce créneau-là. Il y a eu, c'est une conférence annuelle, je crois qu'ils ont tenue chez Harley Davidson, où ils ont annoncé plusieurs nouveaux produits électriques, d'assistance électrique notamment, des vélos d'abord pour commencer. Donc vélo à assistance électrique, donc ça veut dire qu'il faudra quand même pédaler pour avancer, ils vont pas avancer tout seuls. Et donc vous allez le voir, donc il y a ces différents, donc ça c'est une gamme complète, hein. Il y a 3 vélos. Orange, j'aime bien. Alors les cadres ne sont pas tous les mêmes, tu vois, t'as des cadres où t'as pas la barre au milieu, d'autres qui sont plus sport, d'autres qui sont plus ville. Et donc t'as le look aussi où t'as la batterie et le moteur intégrés autour du pédalier en bas, donc ça c'est un truc typique, mais du coup t'as moins de batterie que sur les autres, et t'as un plus petit moteur également. Donc on n'a pas tout le détail, mais c'est le design qu'ils ont choisi. Et du coup, on peut s'attendre à avoir de l'assistance électrique. Alors après, il y en a qui ont commencé à dépioter un petit peu l'image, sachant que ça, c'est un concept, c'est une représentation du concept qu'ils ont fait. Donc il n'y a pas tous les détails, et ils ont dit aussi que le modèle de production qui sortira réellement peut se permettre d'être différent de cette représentation. Parce que sur la photo, il y en a qui ont décortiqué ça, je crois que c'est Electrek. Ils ont décortiqué ça, ils ont regardé qu'effectivement, il n'y avait qu'une seule poignée de frein. Ils ont dit, tiens, c'est bizarre avec une seule poignée de frein, est-ce qu'ils vont gérer autre chose, comme sur les motos, tout ça, où mettre le frein sur le pied, machin. Et tu vois aussi qu'il y a une transmission par courroie là-dessus, et pas par chaîne. Donc on se pose des questions là-dessus. Ça sert à rien de regarder pour l'instant, c'est des rumeurs, c'est un prototype, enfin, c'est une représentation du prototype, c'est pas encore le modèle final, mais on a une idée globalement du look que ça prendra là-dessus. Par contre, le prix, ça pique. Entre 500 et 10 000 $. Ça monte jusqu'à 10 000 $ quand même, le électrique. Je sais pas ce que tu as comme option pour aller jusqu'à 10 000 $ quand même. Tu dois avoir. Surtout, je sais pas ce que tu as à 500 $ pour le coup. Ah, mais t'as une poignée. T'as juste la poignée. C'est plus ça, parce que 500 $, ça me paraît vraiment pas cher. Le pneu de rechange. Donc, bon, entre 500 et 10 000, c'est vrai que ça me fait un peu penser au créneau quand EDF passe chez toi. Entre 8h et 18h. C'est large. Voilà, c'est assez large. Donc, on verra. Donc, c'est la première chose qu'ils ont annoncé. Salut Prozine. Salut Prozine. Et alors, c'est pas tout, ils ont annoncé un autre truc de roue électrique, mais pour les enfants, c'est une draisienne électrique. Ouais, mais c'est une draisienne qui a de la gueule, quoi. Bon, le gamin, il gère. Ouais, et le gamin, il gère. Alors, tu vois, le truc cross tout-terrain, machin, qui prend les bosses et tout ça. Donc, 2 modèles de draisienne, ils ont annoncé. La Iron i12, i12, pour les 3-5 ans, et la Iron E16, du coup, un peu plus grande pour les 5-7 ans. Alors, c'est une draisienne, mais donc électrique, mais pourtant, il n'y a pas de suspension. Donc, tu vois, il fait du cross avec, mais ça va être bien rigide quand il atterrit. C'est-à-dire qu'il a plus de poignée au moment où il Exactement, atterrit. ou plus dedans. Donc, quoi qu'il a un casque, ça va. Et cadre à lui aussi, donc voilà, c'est quand même pas mal. Entre 30 et 60 minutes d'autonomie, donc c'est vraiment de l'ordre du jouet, en fait, plus que du transport. Il y a quand même 3 vitesses réglables dessus, entre 8, 11 et 14 km/h. Pour un gamin, quand même, 14 km/h, ça risque d'aller sacrément vite, quand même. Alors après, ça dépend, si pour les 5-7 ans, si t'es vers 7 ans, 14 km/h, tu vas pouvoir les gérer. À 5 ans, c'est plus compliqué. Ah, c'est plus compliqué, ouais. Voilà, et par contre, alors les tarifs, pareil, attends, je vous ai mis une deuxième image, on les voit mieux, c'est vrai que ça a de la gueule, hein. Mais franchement, elles sont stylées quand même. Mais ouais, c'est ça. Donc 649 $ et ou jusqu'à 700 $ pour les 2 modèles, donc ça reste quand même assez cher pour une version adulte. Et exactement comme tu l'as fait remarquer, ça a de la gueule, donc ça c'est le papa qui parle, le papa motard, et c'est évidemment leur cible. Ils vont d'abord cibler les parents, fans moto, voire de la marque,
pour dire tiens, mon gamin, Alors, je t'équipe avec ça. fan de moto, mais pas fan de Harley. Même la Warrior, la dernière Ah, électrique. j'ai du mal. Ah, C'est une marque avec laquelle j'ai du mal. ok. Ça vibre un peu trop pour moi et ouais, bref. Donc voilà, donc c'était marrant, on les attendait pas sur ce Non, créneau-là. pas du tout. J'ai l'impression qu'en fait ils misent tout sur l'électrique. Maintenant ils ont mis du temps à y aller, et maintenant ils ont découvert ça, ils ont fait c'est génial, allez, on y va, on ouvre des vannes et on fait plein de trucs qui dérivent autour de la mobilité électrique. Voilà. Toi une draisienne électrique, non pour, Non, mais le vélo, ouais. Mais Le ah vélo. si, ma fille, elle voit ça, elle m'en réclame une directe. Déjà, elle nous réclame une draisienne, on lui dit c'est bon, t'as 5 ans, maintenant tu vas faire du vélo feignasse. Mais là, si elle voit la draisienne électrique en plus, elle va me dire ah, papa, c'est trop bien, Je veux j'en ça. veux s'il te plaît. Puis elle va me faire Ouais, elle va faire les gros yeux. ah, et puis la petite lèvre qui tremble. Les yeux de chapeauté. Très bien, ok. Allez, montre-nous ta grosse puce. Allez, comme tu l'as dit, un gros titre puce à clic, puisque c'est la plus grosse puce électronique du monde, ni plus ni moins. Et donc c'est une société qui Elle est un s'appelle peu balèze. Cerebra System qui a annoncé ça. La puce, elle est là. Elle fait la taille d'un iPad. Voilà, donc en gros 462 cm² de silicium. Truc bien fat. Et vous allez me dire, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir héberger 1200 milliards de transistors. Cool, c'est bien ça. 400 000 cœurs C'est ce qu'il faudra pour jouer à Cyberpunk. 400 000 cœurs et 18 Go de RAM intégrés, du coup, tout ça sur la puce. Alors ça sert à quoi? Ça va servir, vous l'aurez peut-être deviné, à niquer les GPU Nvidia sur l'entraînement d'intelligence artificielle. Et oui, le deep learning, c'est un des trucs qui consomme le plus de corps en parallèle. Et donc là, cette puce-là qui fait 57 fois la taille du plus gros des GPU Nvidia, donc le Tesla, la grosse Tesla, la V100 là, 57 fois plus, et bien il va être capable d'entraîner des IA entre, je crois que c'est au moins 4 fois plus vite, voire ils ont pris quelques benchmarks sur des IA extrêmement complexes, des réseaux de neurones très compliqués, où ils passent de un mois d'entraînement à quelques heures. C'est ça, parce qu'en plus, quand ils vont te mettre ça en cluster. Alors l'objectif, évidemment, tu vas pas mettre ça chez toi, parce que là, il te faut une pièce dédiée, ils expliquent en fait qu'intégrer une puce pareille, il faut toute une infrastructure qui va Tu mets avec. ça chez Jean-Claude. Il te faut, voilà, en fait, il te faut tout un refroidissement des boîtiers, enfin des trucs qui sont absolument faits sur mesure pour ça. Et évidemment, c'est pour cibler les data centers, et notamment ceux qui vont faire de l'entraînement d'IA. Donc soit des Azure, des GCP, des AWS, soit des entreprises dédiées comme des centres de recherche ou la météorologie qui vont vouloir récupérer des trucs comme ça. Jussieu? Non, ils avaient un cré. Je sais pas. Ouais, peut-être. Mais qu'ils vont bon, là, c'est une startup qui lance ça. Pour l'instant, ils essaient aussi d'explorer le marché derrière. Et moi, ce qui me... Tiens, j'ai une petite photo comparative entre le plus gros des GPU et cette puce-là, quand même, qui est assez fat, c'est énorme. Ah, c'est énorme. Et ce qu'on voit récemment, c'est... je voulais élargir ça, parce que dans le dernier Bits, en plus, on avait parlé, autour du hardware dédié pour l'IA, on a une vraie bataille qui est en train de se tenir sur ces hardware-là dédiés pour l'IA. On avait parlé, tu sais, et surtout du fait des serveurs Nvidia avait énormément d'avance, ouais. Notamment par rapport à Radeon. Radeon là-dessus, à AMD, ouais. Mais c'est pas les seuls, c'est-à-dire que t'as... J'allais dire ATI, c'est les vieux réflexes. Matrox. 3DFX, ils disent tous. Et non, c'est pas les seuls à travailler sur des processeurs dédiés pour l'IA. On a Microsoft aussi qui travaille dessus, et on a surtout Google avec les TPU, les Tensor Processor Unit. Donc il y a un vrai travail qui est en train de se faire sur le hardware. On conçoit du hardware dédié pour l'IA, pour l'entraînement d'un côté, et après pour l'utilisation au quotidien. On parle aussi des processeurs dédiés au sein des smartphones, les NPU. Ouais. Donc là, il y a il y a une explosion, on va dire, du travail sur le hardware qui est fait là-dessus. Moi, je ferai un peu le parallèle avec ce qu'on avait vu justement avec l'explosion des arrivées des cartes 3D, donc des processeurs dédiés à des tâches bien spécifiques et architecturés pour ces tâches-là. Bah, en plus, là, enfin, oui. Alors, c'est vrai qu'en plus, la 3D, au début, on avait des cartes vidéo dédiées à la 2D et on ajoutait un add-on pour mettre de la 3D. Puis après, ça a commencé à faire les deux, mais il y a eu quand même quelques étapes. Au début, les 3D, enfin, tu te rappelles des 3DFX, hein, il fallait la brancher sur... il y avait un câble VGA qui te reliait ta carte normale à la 3DFX, qui, elle, repartait sur l'écran, et ça refaisait un circuit, et voilà, donc... Mais le parallèle qu'ils font, en fait, quand ils décrivent leur puce, c'est ils disent, plutôt que mettre plusieurs cartes NVIDIA, plutôt que faire un cluster de cartes NVIDIA, on fait ça sur un seul die, donc une seule puce, et du coup, la communication sera beaucoup plus rapide, et surtout, ils pourront partager des informations, d'où la mémoire énorme qu'ils ont là-dessus. Oui.
On est vraiment sur une architecture Parce qui que c'est quoi, commence c'est à 16 gigas, 18 gigas de RAM 18 embarqués gigas de dans la embarqués puce. dans la puce. C'est Donc énorme. c'est pas la même RAM que celle que vous avez à côté. Celle-là, elle va Non. énormément de fois plus vite. Ah bah oui. Donc voilà. Donc moi je pense que ça va pas s'arrêter demain la course comme ça au hardware dédié à l'IA. Non. Et Non, on est qu'au début. Hein. on est qu'au début, complètement. Ah, on va repartir. On a parlé un petit peu de Google, on va parler La d'Android. carte mère fait 10 mètres par 10 mètres. Ah, c'est ça. Je pense que c'est un peu ça, ouais. Le refroidissement aussi, il doit être sympa. Ouais. On a parlé un peu de Google, on va parler d'Android. Du coup, elle va être rapide celle-là, puisque Android a décidé de se mettre au régime. Il arrête les sucreries. Ouais, exactement. Et ça, c'est dans le nommage de ces versions, puisqu'on a toujours eu le plaisir. Fini les lollipops, les ice cream sandwich, etc. Et Oreo. On va retrouver Android 10 qui était la version Q. On s'attendait, il y a eu toujours, à chaque fois, il y a plein de paris qui est fait sur quelle sera la sucrerie qui sera derrière ça. Le bonbon, le gâteau, bref. Et là, Google a annoncé, il n'y aura rien. Android 10. Quadro, Android Quadro, c'était pas mal ça. Ouais, Android 10. Ce sera du coup Android 10 et le Q disparaît. Android chocolatine. Android chocolatine, c'est pas mal. Et par la même occasion, il y a un nouveau logo qui apparaît, et tout ça en fait, ça accompagne une communication qui se veut beaucoup plus claire et beaucoup plus simplifiée autour de la marque Android. Ouais. Donc ils veulent vraiment... Alors enfin, nouveau logo, rafraîchissement de logo on va dire. Oui, non mais c'est pas non plus la révolution. Après quand tu regardes par rapport à... Là comme ça, il te paraît pas trop nouveau, mais j'ai fait le test de mettre l'ancien à côté, et en fait tu te dis, ah ouais, l'ancien il avait un sacré coup de vieux. Il a pas un coup de vieux, ouais. C'est vrai. Non mais ils travaillent encore leur marque. Ils sont pas arrêtés là-dessus. Et ça va dans la mouvance de tous les autres systèmes qui versionnent aussi comme ça. C'est-à-dire qu'on est sur Windows 10, c'est fini les autres, les SP, les machins, tout ça. On simplifie tous les numéros de version. macOS 10, pareil. Enfin, je crois qu'en fait, c'est ça. Ils vont tous s'arrêter à 10. Une fois qu'ils arrivent 10, ils font. On est à c'est iOS fini. 13. Merde. Tu m'as pété mon exemple là. En 2 secondes. Clac. Donc, mais oui, en tout cas, ça va dans la mouvance générale où tout le monde va simplifier ses numéros de version pour que ce soit plus compréhensible du grand public. Je pense qu'il y a vraiment là-dessus. Après, est-ce que c'est réellement plus clair? Alors, honnêtement, pour moi qui suis pas sur Android, ouais. Parce que tu te rappelais pas. Mais... Parce que je vais forcément me rappeler que la dernière version c'est la 10 ou la 11. Alors que je vais avoir plus de mal à me dire, attends, alors c'est entre Ice Cream et... C'est la première lettre qui compte. Ouais, oui. I-J-K-L. Oui, c'est vrai. Mais bon. Jelly Bean, Kit Kat, Lollipop, Marshmallow, Oreo, tu vois, ça rappelle bien. Bref. Non, je pense qu'effectivement, ça dans la simplification, carrément. Allez, une autre news qui est la taxe GAFA, donc qui est dans l'actu politique en même temps que tech, puisque c'est tenu il y a pas longtemps le G7, en même temps que l'IRL d'ailleurs, puisque c'était tellement le bordel sur la route que on n'a pas pu bien se déplacer, même sur Bordeaux, hein, puisque Trump est atterri sur Bordeaux, ils ont fait barrer je sais pas combien de routes pour qu'il aille jusqu'à Bayonne, enfin bref. Tout ça pour dire que... Biarritz, pardon. Tout ça pour dire que la taxe GAFAM a un peu évolué. Vous savez, il y a un bras de fer entre la France et les États-Unis autour de la mise en place de cette taxe. La France est la première à mettre en place cette taxe, sachant que derrière, c'est surtout une taxe qui va être généralisée par l'OCDE et pour taxer les échanges autour des services numériques au niveau international. Ouais. Mais la France a dégainé en premier parce qu'elle voulait montrer l'exemple et puis elle voulait pas attendre que tout ça se mette en place. Et c'est pour ça que les US en fait font le bras de fer avec la France et qu'ils disent ben non, on veut pas payer pour vous. Et il y a eu un compromis qui a été trouvé au G7 qui est de se dire ok, on accepte de prendre cette taxe dès à présent. Par contre, si la taxe finale qui sera créée par l'OCDE au niveau international s'avère être moins chère, alors la France devra rembourser la différence aux US. Donc c'est pour ça le titre, on rembourse la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Et ouais. Voilà. Bon. Mais Bits, on rembourse pas la différence. Pourquoi si pas? Vous trouvez mieux ailleurs, parce que vous trouverez pas. Pourquoi pas? Je sais pas. Ça reste du compromis, ça va un peu apaiser les tensions qu'il y avait là-dessus. Oui. Je pense que ça va pas empêcher Amazon de continuer à taxer les marketplaces. Après, moi, tu vois, je préfère l'autre initiative qui a été prise par l'Europe, qui est de lever un fonds de 100 milliards d'euros pour créer l'équivalent d'un GAFA européen. Mais c'est pas, ça va pas l'un sans l'autre. Voilà, ils veulent vraiment pousser des startups, pousser des futurs très très gros, ouais. et investir. Et du coup, il y a un fonds de 100 milliards qui doit se libérer, ça sera pas 1 milliard pour 100 boîtes. Il risque de faire, il y aura peu d'élus, mais ils veulent essayer de vraiment miser, de fabriquer un géant européen. Donc,
Mais On verra. Ça fera comme les business angels, hein. Tu vas en sponsoriser, enfin, tu vas en investir dans 50 et il y en a 49 qui vont se péter la gueule. Mais, Bien sûr. mais le dernier qui va C'est sortir, le jeu. il va te rembourser tout le reste, quoi. C'est ça. C'est ça. Alors, pour moi, ça va pas en opposition, c'est pas l'un ou l'autre, hein. Non. Ça peut être l'un et l'autre. C'est-à-dire que là, le but de cet axe, c'est quand même pour faire payer le chiffre d'affaires qui est fait sur le territoire par des entreprises qui sont étrangères. Donc là où ça devient compliqué, c'est les services numériques. C'est que c'est difficile de poser des frontières à des services numériques qui sont fondamentalement internationaux, qui n'ont pas de barrières. Internet, t'as pas toute cette notion-là de frontières et de barrières. Donc ils essaient de recréer ça. Est-ce que c'est pas essayer de maintenir un système historique qu'on devrait outrepasser? Peut-être, mais en tout cas, ils appliquent ce qu'on fait sur du marché de biens aux services numériques. Ils cherchent à faire ça. Bon. Et c'est pas opposé avec Non, c'est pas opposé. Parce qu'en fait, la taxe au niveau de l'OCDE ira dans les deux sens. C'est-à-dire que les Oui, autres pays aussi pourront taxer. S'il y a un géant français qui fait du chiffre sur le sol américain, ils pourront être taxés dans l'autre sens également. Bref. On va pas refaire le débat sur la taxe GAFA, c'est juste pour dire qu'effectivement il y a un compromis et que du coup on risque de rembourser les États-Unis. Ça serait marrant ça. Est-ce qu'ils ont trouvé un compromis sur les bancs solaires qu'ils ont installés à Biarritz? Alors j'ai pas vu ça. Qu'est-ce que c'est si ça? Ils ont installé des bancs, alors pour le G7 en plus, Ah ouais. mais il reste, hein. Je crois que c'est dans les 6000 € le banc. Wow. C'est des bancs avec des panneaux solaires. Voilà. Sauf que dès qu'il y a quelqu'un qui est assis dessus, le banc il produit plus. Ah oui, d'accord. Donc, voilà. Et puis alors je sais pas du tout comment c'est géré parce qu'un panneau solaire ça chauffe énormément. Donc si t'es plein soleil, tu t'assois, tu te crames. Tu t'assois, normalement tu te crames, donc je sais pas trop. Tu peux faire cuire tes saucisses et tout. Il faudrait qu'on aille voir sur place et qu'on fasse un reportage. J'ai pas vu, mais j'ai entendu ça ce matin à la radio, ça m'a fait mourir de rire. Vraiment. Pas mal, pas mal. Bon, on revient sur l'IA un petit peu, mais cette fois du côté IoT, puisque pour faire beaucoup des IA intelligentes, il faut beaucoup de données à capter. Et c'est ce qu'a compris Microsoft, et surtout ils ont construit une offre de service autour de ça. Ouais. Il me semble qu'on avait déjà parlé dans un bits précédent, mais là le service arrive maintenant en preview, donc il commence à l'ouvrir. C'est Azure IoT Plug and Play. Et qu'est-ce que c'est? C'est globalement un marketplace pour l'Internet des objets avec des capteurs, un ensemble de capteurs qui sont déjà packagés pour être compatibles et autogérés par Azure directement. Ça c'est plutôt bien vu de la part de Microsoft, donc ils ont présenté ça à la Build cette année, en mai, et ce qui est ultra bien, donc déjà il y a la certification Azure, donc tu as un côté qui est vérifié par Microsoft, et tu as aussi surtout une intégration qui est vraiment clé en main. Donc le gros intérêt de ça, ça veut dire que tu vas acheter un de ces capteurs-là, tu vas pouvoir directement et très rapidement le connecter à ton hub central des objets connectés sur Azure. Et après, il va être auto-managé. Ça veut dire qu'il va gérer lui-même la connexion au service sur Azure. Il va aussi gérer la sécurité, on avait parlé de ça, puisque tout ce qui va être embarqué va être capable d'être mis à jour par Azure. S'il y a une nouvelle version de firmware, etc., ça sera poussé et mis à jour automatiquement. Voilà. Et puis surtout, pour les développeurs qui souhaitent intégrer ou mettre en place ces capteurs-là, ils n'auront pas à écrire de code embarqué là-dessus. Alors, ça ne veut pas dire que pour faire des prototypes, on n'ira pas chercher ça. On n'aura pas besoin, par exemple, de faire de l'Arduino ou du Raspberry pour prototyper des trucs, mais en production, avec des capteurs comme ça, tu as déjà un truc clé en main qui fonctionne sans avoir à développer toi-même l'OS, enfin le système de capture, de mesure. Ouais, alors j'ai un client australien qui l'utilise là et qui nous demande un audit justement sur le sujet. Ah ça va être intéressant du coup. Du coup ça va être intéressant, ouais. Il a utilisé pendant la phase de bêta, et je suis en train de travailler avec une collègue là justement sur ce qu'on découvre et comment ça, enfin voilà, s'il y a potentiellement des failles, etc. Parce qu'en plus ça vient très facilement s'interfacer avec les autres services Azure. Bah oui. Peut-être un petit peu trop. Ouais, mais donc du coup tu peux renvoyer toutes tes données dans une data factory, traiter tes données et puis après les renvoyer vers tes API ou vers un front, etc. Et donc du coup c'est vrai que tu es dans un écosystème Azure qui est hyper hyper bien fait. C'est vraiment bien fait. Et comme tu viens de le dire, en fait, ça t'incite du coup à aller consommer des services Azure qui du coup te sont facturés à l'usage derrière. On n'a pas dit merci pour les bits, merci pour les bits les amis. Merci, c'est vrai, Mister Respect, merci. Donc ouais, c'est assez intéressant. Je commence à travailler sur le sujet là et j'ai hâte d'aller. Alors moi je l'avais vu. Je fais pas le déplacement par contre, je suis dégoûté. Chez Microsoft? Non, en Australie. Ah, en Australie. C'est dommage. Enfin, c'est un client australien qui a ses trucs à Hong Kong
et qui héberge qui héberge sur Azure. Ah mais ça passe en Chine, donc c'est fini, c'est bon, la sécurité t'oublie, c'est veto. Donc oui, niveau sécurité, ils en avaient parlé à la conférence expérience l'année dernière déjà de ça, et c'était dans le détail technique, ça avait l'air assez bien pensé. Donc je pense qu'ils ont bien pris ça en compte. Ouais, non, mais en tout cas, c'était marketé pour ça. La brique IoT, tu peux le mixer avec Azure DevOps. Oui. Du coup, et du coup après c'est pareil, tu as encore un package tout intégré, tu balances ton appli, tu as un pipeline DevOps qui s'exécute tout seul et t'as quasiment plus rien. Du coup, les mises à jour se diffusent automatiquement, c'est le principe de ça. Alors on va reparler un petit peu de la partie certification, puisque du coup ça permet à des constructeurs d'arriver, de proposer leur propre hardware dessus. Donc là on a un MXChip par exemple, IoT, qui est un dev kit. Ça, c'est le dev kit. Alors, il y a eu un Azure Tour là en France, là, les advocates, là, les évangélistes Microsoft ont fait le tour. Ils ont distribué à l'appel des cartes comme ça. C'est des petites cartes type Arduino ou Raspberry sur lesquelles tu vas pouvoir commencer à développer. Et du coup, elles sont certifiées pareil. Donc, les constructeurs arrivent et ils ont un système de certification pour les partenaires comme ça, qui est un petit peu similaire à ce qu'on a pour les stores d'app. Donc, en fait, tu as toute une interface de soumission de ton hardware et tu as toute une phase de vérification de l'autre côté. Et après, tu es directement disponible sur le marketplace. T'as un store dédié pour pouvoir acheter ça directement dessus. C'est plutôt pas mal. Et ils sont allés jusqu'à pousser l'intégration, y compris dans les outils de développement. Donc là, on a VS Code, qui fait un des meilleurs éditeurs de développement, et le plus utilisé en tout cas en ce moment. Et il y a toute la partie intégration IoT, où tu vas pouvoir du coup déployer sur ton truc en local, voire exécuter ça directement et déployer avec ce que tu disais, la pipeline d'automatisation de déploiement, de chaîne d'intégration, jusqu'en production derrière. Donc c'est plutôt bien pensé, je trouve. Ouais, c'est plutôt bien pensé. Enfin, après, il y a pas mal de services Azure qui sont en train de prendre en maturité et qui sont de plus en plus faciles à utiliser. Moi, j'avais commencé à utiliser Azure il y a bien 5 ans. Et pareil. Et à l'époque, c'était quand même... Ah ben, ils commençaient. Non, mais ils rattrapent beaucoup leur retard. Ils avancent très vite. Ils avancent assez vite, mais après c'est une volonté de là-haut. Donc. Et ça marche, ça paye, ça marche. Ouais. On reparle de véhicules électriques, et cette fois ils sont autonomes. Alors, pas tous. Pas tous. Bah, il y a une partie qui est autonome, une partie qui est pas autonome. En fait, vous savez qu'il y a les JO en 2020 au Japon. Voilà. Cette année, on a la Coupe du Monde de rugby au Japon, où la France va se prendre une branlée. Je reviendrai sur si c'est pas le cas, je reviendrai et je nierai avoir employé ces mots. Internet oubliera, c'est bien. Et donc c'est bien entendu un constructeur japonais qui a gagné le marché du transport des athlètes, donc entre le village olympique et les différents sites. Donc c'est Toyota qui a remporté ça. Et en fait ils se sont dit ouais, mais pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une gamme dédiée à ce type d'événement? Donc on n'en sait pas beaucoup plus. Alors je t'ai mis un exemple de véhicule. Il y a celui-là. Il y a des trucs très bizarres. Donc celui-là est visiblement pas autonome puisqu'il y a un poste pour le pilote et un volant. Mais alors donc ils vont construire 3700 véhicules. Certains sont électriques, d'autres sont des modèles plus hybrides. Certains c'est des piles à combustible. Voilà, donc ils font un espèce de mix. Ils testent. AB testing, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ceux qui arrivent jusqu'à la compétition, on les garde en fait, les véhicules. Et puis après, ceux où c'est des chemins systématiques prédéfinis, là ils vont mettre des véhicules autonomes. Et le but du jeu, c'est de faire baisser de moitié le CO2 émis pendant l'événement, ce qui est pas plus mal, mais je pense qu'une fois que la gamme elle est développée, après ça peut se répercuter sur pas mal d'autres événements. Donc je trouvais ça intéressant et plutôt sympa de la part de Toyota. Puis ça fait toujours, moi j'aime bien voir des nouveaux designs de véhicules un peu bizarres. Ouais, mais surtout sur des transports comme ça électriques, j'ai l'impression qu'ils en profitent. Ça vaut pas la bagnole hyper futuriste qui nous avait pondu chez Bus Travel, mais celle qui avait des écrans qui pouvaient afficher des messages à l'extérieur, elle était magnifique celle-là. Là, on est moins dans le luxe, mais voilà. Après, des trucs comme ça, des mises en avant de véhicules électriques, nouveaux genres, autonomes, machin, on en a vu plein, sur plein de salons à chaque fois. Ouais. Ils en profitent pour mettre ça en avant, et après, derrière, il n'y a plus rien. Ça retombe. J'ai pas l'impression qu'il devrait retomber commercial derrière que ça engage, tu vois, j'en suis dire, une ville ou un autre truc qui va se dire, on va s'équiper avec ça. Ouais. Tu vois, est-ce que le parc des expos va s'équiper avec ça, par exemple? C'est ça. Est-ce qu'on va mettre ça à la place d'un petit train dans... C'est vrai qu'en général, c'est un peu feu de paille et on voit le truc, tout le monde trouve ça génial, mais après il se passe rien. Voilà.
Le seul véhicule électrique que je vois, moi, c'est il y a un petit train électrique dans le parc bordelais, donc un des grands parcs à Bordeaux. Et il y a un petit train électrique, mais il est pas autonome. Et il a quand Non. même le look du vieux petit train, quand même. Ouais. Donc on en est loin de ce type de véhicule très futuriste. Ouais. Mais ça serait génial d'avoir ça, tu vois, dans un parc comme ça pour te promener, ça serait vraiment top. Oui, ça serait top. Bon, ok. Allez, on Allez. passe à la téléphonie. On repasse à la téléphonie et on va parler du Fairphone. Alors le Fairphone c'est un téléphone évidemment, c'est le 3e de sa génération et la particularité c'est qu'ils construisent un téléphone du coup Fair, donc équitable. Et équitable ça veut d'abord dire qu'il va être réparable. Alors on a les... Ah j'avais pas mis les 3 générations, zut. Bon voilà en gros le Fairphone numéro 3. Donc il a Ouais. un design assez classique, voire Ah, certains diront un peu dépassé, Assez pavé. assez pavé. Mais c'est pas non plus ultra méga vieux. Et l'intérêt, c'est que, donc voilà, je vous détaille un petit peu les specs, 5,65 pouces, donc c'est un peu plus petit qu'un Galaxy S10 par exemple. On va retrouver un Snapdragon 632, donc c'est pas de toute première jeunesse, mais ça suffit pour des usages moyen de gamme. Ouais. 4 Go de RAM, donc ça c'est dans la moyenne. Et Android Pie avec une petite surcouche, mais vraiment minimum très discrète de la part de Fairphone. On est vraiment sur le minimum, on est très proche de ce que peut faire du OnePlus. Et voilà, donc capteur photo simple, un lecteur d'empreintes au dos, pareil, donc on est sur du assez classique. Mais le gros intérêt et la grosse différence de ce téléphone-là, c'est surtout ça, la capacité à le démonter, à le bidouiller, à remplacer des pièces ultra méga facilement. Bah, parce que voilà, il est complètement modulaire, donc du coup. Exactement. Modulaire, évolutif, et surtout, on peut réparer et changer les pièces facilement. Donc, tu vois, il y a même un petit tournevis fourni avec, et tout est démontable, il n'y a pas de colle. Donc évidemment, il n'est pas étanche, il n'est pas certifié IP quelque chose. Mais par contre, le moindre truc qui casse, tu peux le changer très facilement. Et je voulais faire le parallèle avec la sortie du Galaxy Note 10 qu'on avait traité lors de l'épisode précédent. Ouais. Parce qu'entre temps, Galaxy Note 10, A il est été- passé entre les mains des Fixit, Ouais. et il s'est pris une tollée monumentale. Le téléphone le plus irréparable du monde jusqu'à présent. Donc là, on est vraiment à l'opposé, donc c'est marrant de voir ces deux mouvances en parallèle évoluer. Voilà. Moi, j'en ai autour de moi qui ont pris du Fairphone. J'ai vu ça. Ah ouais. Ouais, le Fairphone 2, ouais, carrément. Mais par démarche militante, tu vois. Pour se dire, moi, je veux mettre ça en avant. Ouais. Alors. Mais bon, Moi perso, je trouve l'initiative hyper louable. J'ai aucun souci avec ça. Par contre, comme on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, clairement en termes de perf, moi pour mes usages, c'est un peu compliqué, quoi. ah oui, on est sur du moyen de gamme. On est vraiment sur du moyen de gamme. Mais quand tu mets ça en comparaison avec des smartphones Asus, les Zenfone, là, qui sont à peu près dans le même truc, Oui. franchement, à choisir, il n'y a pas photo. Pour moi, il n'y a pas photo. Oui, oui, oui. 450 € à peu près, hein, j'ai pas annoncé le prix. 450 €, 4 Go de RAM et Snapdragon 632. Ouais. Qui est pas tout jeune, mais qui est pas non plus. C'est pas hyper bon marché quand même. Donc il y a vraiment quand même un effort militant aussi qui vient avec. Oui, oui, oui. C'est vraiment faut adhérer à Ah ça. oui, parce que à performance équivalente, vous allez trouver des téléphones bien moins chers, hein. Ou à prix équivalent, tu vas trouver des téléphones Bien plus performants. Bien plus performants, Mm. c'est ça. Effectivement. La différence avec les Fairphone précédents, c'est que maintenant ils ont commencé à travailler également sur leur réseau de distribution. Donc ils devraient être beaucoup plus présents dans les différents canaux de distribution. Et notamment en France. Donc en Europe et en France, ils vont travailler à mieux le distribuer. Donc devrait le trouver plus souvent, plus facilement, pardon. Voilà. Mais ils en vendent pas chez Black Market. Ils en vendent pas chez Black Market. Non, chez Black Market, non, carrément pas. Après, est-ce que tu vas le trouver dans des boutiques Pour les d'opérateurs? enfants, ouais. Pour les enfants, mais carrément, c'est ça. Ouais. Moi, je vois, je fais le parallèle avec le Zenfone parce que pour mes parents, c'est typiquement le téléphone qu'il faudrait. Tu vois, ils ont pas un usage très poussé Non, de mais ça. pour moi aussi, hein, je pète un écran tous les 3 jours. Mais voilà, mon père, il est plutôt là-dessus, quoi. Donc son téléphone, il vit. Donc là, il a une grosse coque bien moche, mais qui fait que son téléphone, il peut tomber plein de fois. Mais on a déjà remplacé plusieurs pièces dessus, et même si ça reste un téléphone assez réparable, c'est pas facile. Et tu peux toujours avoir, enfin, quand tu as des trucs à décoller, à recoller, c'est pas forcément dans le Rosine même qui état nous au dit retour. que l'idée est bonne pour des technophiles éthiques avec des besoins de Madame Michu. Ouais. C'est bien résumé. C'est bien résumé. presque ça, hein. Non, mais je pense qu'ils peuvent travailler, et c'est ce qu'ils sont en train de faire, à communiquer plus largement que sur cette Ouais. petite niche. Je pense qu'ils sont en train de passer un cap où ils ont commencé à mettre en place leur business model, ils ont commencé à se faire connaître, Après, ils ont vu que ça c'est marchait. bien qu'ils aient troisième pris un peu de génération. maturité C'est ça. avant d'essayer de se lancer vraiment dans le grand bain, parce Ouais. que, voilà, effectivement, c'est un concept, et puis c'est un truc un peu militant, donc là, je pense qu'ils ont le recul nécessaire pour essayer de passer la seconde, quoi. C'est ça. Bah, Prozine qui nous dit pareil, c'est leur édition la plus valable, et ben oui, Ah oui, 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 clairement. effectivement, on est d'accord là-dessus. Et voilà. On passe à la suite. Alors, on va parler du Fairphone 4. Alors, le Fairphone 4, c'est un téléphone qui est
Un petit paquet de news en vrac. Ouais, il y avait que tu quelques nous as news en sélectionné en plus. C'est juste que c'est reparti pour les keynotes, hein, c'est la rentrée, donc... C'est la rentrée, donc la rentrée des keynotes. Donc la rentrée des keynotes. Alors, c'est pas encore confirmé, mais a priori, nouveaux iPhones, etc., keynote du 10 septembre. Ah ouais. Voilà, préparez-vous. Hein, Nouveaux iPhones. nouveaux- Les iPhone Pro, tu crois? Alors, il y a une source bien informée qui dit que disparition du S Max. Ah ouais? Ouais, au profit du Pro, a priori. Donc, on verra. Ah mais du coup ça serait qu'un On verra. rebranding, ils vont juste le... Rebranding, Ils peut-être... alignent avec les iPads, ouais. iPad Pro. Et a priori, il y a que le Pro qui aurait un capteur photo supplémentaire, etc. Donc, à voir, peut-être un refresh de l'Apple Watch. Ah oui, j'ai vu parler Ouais. de ça, ouais. Mais carrément aussi. Ouais, donc on va voir. Bon, a Du priori, hardware. a priori, il y a beaucoup de choses qu'on ont leaké, mais là, ça sera du hardware essentiellement. Et remarque, non, parce qu'il y a Apple Arcade aussi, hein, donc il y aura peut-être. Ouais, et peut-être qu'il y aura du hardware aussi avec Apple Arcade. Ouais, peut-être une Un petite stick manette. arcade Apple. Une conf qui est sûre, par contre, c'est conférence Microsoft du 2 octobre. Ouais. Où là, ils vont nous annoncer une palanquée de nouveaux produits autour de Surface. Cool. Donc, à voir. Est-ce que ça va être juste des refresh des surfaces avec les Intel 10e Je génération? sais pas, en tout cas, Microsoft est hyper agressif là sur ce marché Ouais. et veut vraiment venir mettre des bâtons dans les roues à Apple. Surface laptop. Ouais. Ouais. Donc du coup, autant avant ils essayaient de cibler les iPads, ils ont compris que c'était pas la peine, mais maintenant ils ciblent plutôt tout ce qui est MacBook, MacBook Air, etc. Ouais. Et ils ont des produits quand même intéressants, même si je suis dans l'écosystème Apple. J'ai vu en parallèle de ça, du coup, dans Kiko Poppy qui nous parle effectivement de Surface sous ARM ou AMD. En même temps, il y avait effectivement une diversification des partenariats parce que Ouais. j'ai vu Dell aussi qui s'associe avec Google pour faire des Chromebook Enterprise. Donc des laptops ultra portables Dell, donc des trucs pas mal hein, en général, mais Ouais, en mais version Chromebook Enterprise. Bah oui, mais Ouais, mais Chromebook et Enterprise. Merci Nico. Nico rigole. je sais pas. Je non, sais pas. bah tu peux. Bah les Surface Laptop c'est pareil. Surface Laptop en entreprise. Parce qu'à part au deal de la compta, sur un Chromebook. Mais pourquoi pas? Au jour, à l'heure où tu as la plupart des applications qui sont dans le cloud, comme tu dis, des applications en SaaS, tu vas retrouver ta CRM dans le cloud. Jean-Claude. T'as pas besoin d'avoir Oui, plus que ça. oui. Donc pourquoi Non, pas? ça suffit pour Stadia aussi. Pourquoi pas? Mais oui, tout à fait, t'as tout compris. Bon bref, vas-y, je Stadia en te laisse entreprise. continuer, pardon. Après, il y a iOS, à la surprise générale, iOS 13.1 bêta est sorti hier soir ou ce matin. Je l'ai installé. Surprise. Voilà, alors que la bêta, enfin, on était sur la bêta 8 de la 13 tout court. Que la 13 n'est pas encore sortie officiellement puisqu'elle sortira à peu près une semaine après la keynote. Tu m'as perdu. Du coup, on ne sait pas pourquoi Apple nous a sorti une bêta de la 13.1 alors que on n'a même pas eu la Golden Master de la 13. Voilà, en tout cas, si vous n'êtes pas en bêta iOS 13 comme moi, ou si vous êtes toujours en iOS 12.4, il y a un patch, enfin il y a une mise à jour qui a été faite hier et qui a été poussée dans la foulée, non il y a 2 jours, pour combler la faille Bluetooth knob. Ah, Donc faites la mise à jour. Vous avez déjà dû avoir aussi une mise à jour sur Android puisque il y a 17 puces Bluetooth de souvenirs qui sont touchées par cette faille. Pour vous résumer, en fait, la faille de sécurité knob, au moment où il y a l'appairage des périphériques en Bluetooth, il y a un échange de clés qui est fait. Et ces clés, après, sont utilisées pour que les appareils se reconnaissent et disent « Ah ok, c'est toi mon pote, pas de problème, voilà ». Et donc il y a des petits malins qui ont trouvé comment récupérer cet échange de clés et donc pouvoir se faire passer pour un device reconnu par un autre. Et sur l'iPhone, ce qui est rigolo, c'est que du coup on peut carrément déclencher un jailbreak à distance. c'est propre, c'est magnifique. Donc voilà. Je pense qu'Apple a adoré. Apple a adoré, je pense. Sur Android, il y avait des trucs assez costauds aussi, mais j'ai pas creusé plus que ça. Mais voilà, faites vos mises à jour. Là, c'est quand même important parce qu'on peut faire beaucoup de choses et prendre complètement la main sur votre téléphone. Donc faites vos mises à jour. Et Johan, si tu es toujours dans la chatroom, va faire ta mise à jour tout de suite et fiabilise ta mise à jour. Merci. Voilà. C'est un collègue qui nous regarde et qu'on n'arrête pas de charrier en lui disant de fiabiliser son code puisqu'il est développeur. Et voilà. Et maintenant, c'est à toi.
Et maintenant, c'est à moi. Mon vieux fossile. C'est ça. La grosse partie de cet épisode, ça sera un test. Et oui. La grosse partie de l'épisode, on a déjà fait 40 minutes, hein, quand même. Ouais, la grosse news. Le test d'un device Android, une montre connectée. Et oui. Fossil Q génération numéro 5. Alors, si vous suivez un petit peu les épisodes, vous savez que depuis très longtemps, je me traînais une vieille Android Wear des premières générations, quasiment même deuxième génération. Et si vous ne suivez pas, j'ai cassé mon Apple Watch, pardon. Une LG G Watch Air qui a rendu l'âme. Voilà, rendu l'âme. La batterie a décédé, par contre. Ah oui, non, mais la dernière fois qu'on s'est vu, ta batterie tenait même plus la journée, quoi. Ah, elle tenait plus la journée, et à la moindre notification, en fait, elle arrive à 60%, à la moindre notification, shutdown direct. Donc la batterie est décédée. Et en fait, quand tu as le prix d'une batterie pour la remplacer, voilà, tu te dis, bah autant aller partir sur du neuf. Et en parallèle de ça, il y a eu toute une vague de sorties de nouvelles smartwatches en Wear OS. Donc il y a eu Fossil, il y a eu aussi la Misfit, ils ont sorti la Vapor X à une semaine d'intervalle. Et du coup, j'ai craqué pour la Fossil. Alors j'ai craqué pour la Fossil pour deux raisons. La première, c'est que Misfit, en fait, il y avait des trucs un peu plus innovants sur la Fossil, en plus de la finition Fossil qui faisait plus montre. Voilà, on va revenir après. La vraie différence qu'il va y avoir dessus, ça va être au niveau de la mémoire embarquée, un peu plus de mémoire sur la Fossil, et des trucs intéressants comme la gestion de la roulette. Il y a une petite roulette comme on a sur la Crown de l'Apple Watch. On va en reparler aussi. Digital Crown. Donc il y avait des trucs qui me faisaient dire que tiens, ils ont essayé des nouvelles choses, des nouvelles intégrations, peut-être qu'il va y avoir des nouveautés. Il n'y a pas encore de tests, donc je me suis vraiment jeté dedans, j'ai dit tant pis, j'en prends une. C'est ça, parce que les tests, il n'y avait pas. Les tests arrivent sont juste sortis maintenant. Alors je fais un petit tour de mon expérience là-dessus et des quelques jours que j'ai pu tester avec. Alors déjà le packaging. Prozine, il attend la Pebble. Il attend la Pebble. Alors le packaging, très bonne surprise. Je vous fais pas tout l'unboxing, mais c'est très 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 qualitatif, très bien embarqué, très très beau. Très bonnes premières impressions au déballage. C'est-à-dire que tu la prends en main, tu as vraiment une sensation de qualité. Ouais. Tu as vraiment une sensation de qualité. Tiens, si tu veux faire jouer avec. J'ai pris, alors il y a plusieurs versions, je vais vous montrer les... Tu as pris le cuir. J'ai pris la gamme complète est là. Ce qui change, alors il y a deux choses qui changent, il y a la couleur du boîtier autour et du bracelet qui va avec. Donc, elle pèse, hein. Il y a une version en silicone, elle est compacte en fait, elle n'est pas énorme. J'avais peur en fait, parce que j'avais regardé les caractéristiques et les dimensions, j'avais peur qu'elle soit trop grosse en épaisseur et en largeur. Et en fait ça va très très bien. Alors, la finition est vraiment très très bonne. C'est ultra qualitatif. Je regarde que souvent c'est sur l'arrière un peu que ça pêche. Ouais. Et donc là sur mon poignet, donc j'ai pourtant un petit poignet et en fait elle est pas très grosse et ce qui se passe, donc là je penche la main un petit peu, en fait elle a le cul bombé parce qu'il y a le capteur. Coquine. Il y a les capteurs dessous pour notamment tout ce qui va être rythme cardiaque et c'est ça qui fait qu'elle est un peu plus épaisse. Mais en fait elle n'est pas épaisse sur toute la largeur. Au niveau des bords, elle est relativement fine et en fait ça rentre très bien sur le poignet. Parce qu'en fait le poignet tu l'as le plus souvent relevé. J'ai des petits poignets aussi moi. Et donc voilà. Bien. Quelques photos voilà, sur son petit support de charge. Alors, truc très marrant, je vais faire quelques petites anecdotes au passage. Quand tu la mets en route, tu vois, tu as voulez-vous accepter les conditions et tu as un lien Bitly. Sauf que évidemment, c'est pas un lien qui est cliquable. Donc, si tu veux aller consulter le lien, il faut que tu recompiles l'URL sur le navigateur. Ça m'a fait marrer un truc de. Donc, fou. Du coup, tu acceptes sans aller lire. C'est un peu ça. Tu vas accepter ça tel quel. Voilà. Sur le poignet, ça rend plutôt bien. Donc, plutôt... IP combien 127.0.0. C'est ça. Mais quelle bande de comiques dans la chatroom quand même. Alors, je vous fais les caractéristiques rapidement. Donc, c'est un des derniers, c'est le dernier, la dernière génération de processeur Snapdragon Wear 3100. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai pris cette montre-là. C'est-à-dire que c'est la raison principale pour laquelle on n'achetait pas de montre Android dernièrement. C'est qu'on savait que la puce était en fin de vie, que la nouvelle était sortie, mais qu'il n'y avait aucune marque qui l'avait encore intégrée. Et que cette nouvelle puce apportait quand même son lot de nouveautés. Elle avait des promesses. Elle avait des promesses qui étaient quand même beaucoup de promesses. Voilà. Elle avait déjà été intégrée. Il y avait une Fossil Sport qui était déjà sortie avec cette puce-là. Et les premiers tests avaient dit que, en fait, ça changeait pas grand-chose. Mais on va voir qu'il n'y avait pas que ça dessus. Donc Snapdragon 3100, 1 Go de RAM. Donc ça, c'est une nouveauté sur l'ensemble des smartwatches Wear OS. Première fois qu'on met 1 Go de RAM. Jusqu'à présent, les recommandations Google, c'était 512. Ça suffit. Là, ils ont pris le pari. 1 Go, c'est bien. Hein. 1 Go, c'est bien. Et en fait, 1 Go, ça fait toute la différence. C'est ce que je vais détailler après. 8 Go de stockage en interne. Ça aussi, c'est classique. Un écran AMOLED, 1,28 pouces. Alors, très bien. Franchement, c'est la bonne taille.
Les couleurs sont sympas, il est lumineux, mais la gestion de la luminosité est un peu particulière. Je vous en reparlerai un peu derrière. Surtout en plein jour. Alors l'écran fait pas tout le tour du cadran, tu vois, j'ai mis cette capture là parce qu'il y a un petit bandeau noir autour, donc on n'est pas sur du borderless, mais ça c'est quand tu as vraiment une application avec une image claire. Quand tu es sur une watch face, donc quand tu es sur un écran de type montre, on montre, voit bien que tu as des petits poignets là. Quand tu es sur un écran de type montre, franchement les bords c'est pas ce qui gêne. Franchement, moi franchement ça me choque pas, ça me choque pas du tout. Non, ça choque pas. Mais je le mets parce qu'en fait c'est pas quelque chose que tu vas voir, ça va te surprendre sur certaines applications. Tu vas dire ah oui en fait il y a une sorte de couronne autour, mais à l'usage franchement ça gêne pas, on le voit pas. Et puis si c'est sur fond noir ça te gêne encore moins. C'est ça. AMOLED, donc on va chercher plutôt à mettre en place des fonds noirs, et du coup on va pas allumer toujours l'écran auto. Dernière chose des caractéristiques, donc les différents capteurs, donc il y a un capteur de rythme cardiaque. Il y a le NFC, donc elle est compatible avec Google Pay. Et GPS également, altimètre, accéléromètre, gyroscope et capteur de luminosité. Alors, petit point sur le capteur de luminosité, donc il fonctionne bien, sauf que je pense que les réglages software qu'ils ont fait sont un peu, comment dire, enfin, ils sont pas très violents. Et notamment en pleine lumière, ils vont pas forcément trop booster l'éclairage. Donc tu peux avoir des situations où tu vas chercher un petit peu Ils ont besoin de montrer qu'elle tient en autonomie, quoi, de base. Je pense qu'ils ont fait ça pour travailler sur l'autonomie. Mais bon. Et par contre, tu peux pas le régler. Tu peux le régler, si. Ça tu peux le régler, voire même tu as un mode boost luminosité, si vraiment tu es en galère, t'as dans les notifs en haut, tu as un mode où tu fais full éclairage, mais là tu perds tes yeux, du coup ça fait. Et ta batterie en même temps. Et ta batterie. Le prix, après je rentre dans les plus et les moins, 299 €. J'avais pas vu ton pourcentage de batterie. C'est pas négligeable, faut que je la déverrouille d'abord, mais elle doit être à 66%. Mais je vais vous détailler ça parce que j'ai fait plusieurs cycles de tests avec différents modes de fonctionnement dessus. Donc 299 €, c'est pas rien, hein. C'est pas un tarif ultra abordable. Non, non. Par contre, il y avait, faut être attention, il y a des promos des fois. Voilà, donc moi je l'ai eu à 50 € de moins, il y avait une promo sur Fossil, il y avait une belle promo dessus, du coup, ça plus le fait que l'autre est lâché, j'ai fait je fonce, j'hésite pas. Voilà, alors les plus et les moins. Je vous fais ça rapidement. Les plus, qualité de fabrication et finition, donc là, exemplaire. Franchement, j'ai vraiment vu la sensation de qualité et la différence par rapport à la G-Watch. Le bracelet, et puis alors c'est pas rien, hein. Je l'ai pris le bracelet cuir, donc c'est du très bonne qualité, très bon cuir. Il y a deux anneaux là pour attacher le bracelet, donc là on retrouve vraiment le savoir-faire de montre Fossil, évidemment, de la marque. Le système de charge, je vous l'ai pas montré, elle est là. Système de charge, donc là tu as un petit support qui est tout petit, c'est le même genre que l'Apple Watch. Et en fait, t'as pas besoin d'orientation pour le poser sur le support. À l'arrière, donc t'as deux anneaux, et en fait, quelle que soit l'orientation sur laquelle tu le poses sur le support, elle va se recharger comme il faut. Donc ça, c'est hyper bien, parce que du coup, t'as pas juste des petits points de contact qui vont s'user, s'oxyder ou comme ça, t'as toujours un moyen de la mettre dans une position où elle trouvera la recharge. Je dis ça parce que sur la G-Watch, où c'était des petits picots, il fallait bien les poser en face, si t'étais pas pile aligné, du coup ça rechargeait pas. Sur l'Apple Watch, pour le coup, c'est carrément de l'induction. C'est carrément sans fil, ouais, tout à fait. Mais il y a d'autres montres comme ça où c'est par picot, et c'est une vraie différence. C'est-à-dire que la plupart des autres smartwatch le font par des petits picots comme ça, et c'est un vrai problème à l'usage. Plusieurs fois, je me suis retrouvé avec la montre qui n'était pas vraiment chargée parce que le support n'était pas bien mis, ou parce que c'était un petit peu oxydé, ou il y avait Alors moi, ça m'est arrivé avec l'Apple Watch aussi. Hein. Ah ouais? En fait, tu sais, je me suis imprimé en 3D un truc. Donc le petit rond là, je viens le mettre dans le support, et en fait, moi, il y a un peu de jeu. Et des fois, je venais la poser, je la reprenais le matin, et en fait, elle s'était pas chargée. Fail. Ouais, gros fail, ouais. Là, ça se fait plutôt bien. Donc franchement, c'est une vraie différence. Un autre truc en plus, la quantité de watch face qui sont fournis. J'ai pas mis de capture, mais Fossil est connu pour ça en général, d'intégrer une tripotée de watch face. Là, il y en a vraiment plein. Si vous trouvez pas votre bonheur dedans, c'est vraiment que vous êtes très difficile, ou vous avez des goûts particuliers. Mais c'est toujours, en fait, c'est compliqué. Le store pour les, faut pas le dire, bros. Le store Android Wear est assez compliqué pour trouver des applications et des watch face. C'est mal trié. Et là, pour le coup, tu arrives avec par défaut plein de watch face préinstallées, donc ça c'est plutôt sympa. Et elles sont plutôt pas mal. C'est-à-dire que même la watch face, la première, qui est là, elle est vraiment bien conçue. C'est-à-dire que tu vas retrouver une watch face avec, tu as le choix des aiguilles ou des chiffres, et puis tu as les complications là-haut avec les notifs, l'assistant, le rythme cardiaque et tout ça. Et donc tu as le minimum, mais en fait c'est très largement suffisant pour un usage au quotidien. Et après tu vas retrouver tout ce que fait les nouvelles fonctions d'Android Wear avec les systèmes de cartes pour naviguer, comme tu as sur l'Apple Watch pareil. Donc tu swipes de gauche vers droite et tu vas retrouver des écrans complémentaires avec des infos supplémentaires de type la météo, l'agenda, dans le détail, etc.
Qu'est-ce que j'oublie? Le bracelet, donc j'en ai parlé, bonne qualité. Les dimensions, bracelet 22 mm, donc c'est du standard. Vous allez pouvoir le changer avec le bracelet que vous voulez. Et le système d'attache, je sais pas si tu l'as vu par un petit. Ouais, j'ai vu avec. Ouais. Donc, Ça, c'est pareil. nickel. Ouais. Ah, ça c'est plutôt bien, je m'y attendais pas, c'est très très bien. Un truc que j'ai adoré, que j'adore toujours dessus, c'est la roulette pour naviguer. Hein, donc on a une petite couronne sur le côté, je vous la mets là. Une Digital Crown. On a l'équivalent de la Digital Crown de l'Apple Watch. Donc c'est le bouton du milieu, donc là déjà il y a 3 boutons, hein, ça c'est une nouveauté par rapport aux autres montres en général. Et là, au milieu c'est la couronne, donc vous allez pouvoir la faire tourner. C'est vrai qu'il y en a plutôt 2. Et ça va vous servir à la fois pour faire défiler certains écrans, donc scroller en haut ou en bas, ou si vous êtes sur l'écran d'accueil, ça va permettre d'appeler les notifications. Donc si tu scrolles d'en bas vers en haut, ça fait appeler les notifications, et d'en haut vers en bas, ça appelle les widgets des settings principaux. Il y a Scanline qui te demande si pour le sport ça détecte en automatique, comme Alors, l'Apple Watch. Tu peux l'activer, ouais, tout à fait. Ok. Il y a des modes en fait où tu vas pouvoir activer plus ou moins certaines C'est vrai que moi l'Apple Watch, des fois elle me dit ah et dis donc Pépère, t'es en train de faire une. Enfin elle me le dit plus que je l'ai pété, mais t'es en train de faire de la marche, est-ce que tu veux enregistrer l'exercice? C'est pas mal. Ouais, donc tu peux le faire. Donc navigation à la roulette, c'est ultra bien pour 2 raisons. La première, c'est que c'est ultra précis. Ouais. C'est-à-dire que quand tu scrolles avec le doigt, tu te rends compte qu'en fait, tu as un gros doigt hein, sur un tout petit écran, donc évidemment, t'es pas précis. À la roulette, tu as vraiment des petits paliers de scroll qui sont vraiment top. Et t'obstrues pas l'écran, ça c'est le truc classique. T'as pas ton doigt sur l'écran, donc du coup, tu vois ce que tu fais pendant que tu défiles. Les boutons supplémentaires, donc il y a 2 boutons, en haut et en bas de cette roulette, qui sont customisables. Donc là, vous allez pouvoir mettre dessus les actions que vous voulez. Donc ouvrir une appli, déclencher quelque chose, donc déclencher un Google Assistant, déclencher une action, déclencher le début d'une activité, par exemple, si vous voulez, des choses comme ça. Ça, c'est paramétrable. Il y a une appli Fossil, c'est la seule appli maison qui arrive dessus. Donc si on peut parler de surcouche, c'est vraiment la seule chose. Faut que tu regardes s'il y a badminton. S'il y a badminton, mais genre, je te dirai ça après. Je vais pas le faire maintenant en live. Qu'est-ce que j'oublie? La recharge. Alors la recharge ultra rapide de 0. Alors, j'ai vraiment fait ça. De 0 à 100% en 1 heure. Ouais. Oh ça c'est ouf ça. Ouais, et c'est très rapide et franchement. Et là c'était vraiment 0, c'est-à-dire qu'elle s'était éteinte. Enfin 0, non mais elle s'était éteinte, arrêtée. Donc, oui, tu faisais tes tests donc tu avais voulu qu'elle s'arrête. Elle est allée jusqu'au bout donc et en 1 heure, mais pile poil. 1 heure 60 minutes, parfait. Alors un truc qui est bien et pas bien. Il y a des modes de batterie. Donc l'autonomie, je vais reparler un petit peu après, mais il y a des modes de batterie, ce qui fait que tu vas pouvoir choisir entre, il y a plusieurs modes, ils sont là, voilà, mode de batterie. Tu vas pouvoir choisir entre des profils en fait d'utilisation de ta montre. Donc soit tu veux l'utiliser en mode quotidien, donc ça veut dire que tu la prends le matin, tu la recharges le soir, et dans ce cas-là, elle va mettre tout en marche. Donc activer tout, le tracking, le rythme cardiaque régulier, le NFC, le Bluetooth, le Wi-Fi, enfin tout ce que tu souhaites utiliser, elle va l'activer. Tu as un mode étendu. Là, c'est je pars en week-end, j'ai pas envie de la recharger. C'est exactement ça. Le mode étendu, c'est j'ai envie de tenir un week-end, et du coup, elle va désactiver certaines fonctions. Tout ça, c'est des profils qui sont pré-paramétrés, donc t'as pas à faire tous ces réglages toi-même. Donc le mode étendu, ça va par exemple t'éteindre l'écran Always On, ça va t'éteindre le Wi-Fi, ça va t'éteindre le NFC, ça va t'éteindre plein de choses. Et après, tu as un mode personnalisé, attends, il y a un 4e derrière, un mode personnalisé, où c'est toi qui vas choisir ce que tu souhaites allumer ou pas. D'accord. Là, on rentre dans la partie un peu plus barbue. Donc là, tu vas avoir une liste de réglages avec des trucs que tu veux éteindre, allumer, machin. Ça, c'est le truc qui est un peu. C'est pour ça que c'est à double tranchant, c'est que ça peut devenir compliqué. Et tu as un dernier mode qui est le mode heure seulement. Et alors, ça, c'est la première fois que je le vois, où bah, tout s'éteint sauf l'heure. Et alors là, elle dure une éternité. Alors, j'ai fait les tests. Tu l'as sur Apple Watch? Quand tu te mets en mode réserve, oui. Le mode réserve, en fait, t'as plus que l'heure. Alors, et en tout petit, en haut, en petit, en haut à droite. Hein, voilà, mais c'est mais t'as le même principe, mais c'est une nouveauté en tout cas que j'ai vu moi sur les montres Wear OS, donc côté Android. Et alors l'autonomie, du coup parlons-en. Alors les modes de batterie c'est bien pas bien parce qu'on peut les choisir, mais du coup ça rajoute de la complexité à l'utilisation de la montre parce qu'il faut que tu gères ça. Mais elle peut le gérer de manière automatique par palier de batterie. Donc elle peut automatiquement te proposer de basculer d'un mode quand tu arrives en dessous de 60, 20, 30%. T'es à 30%, elle te dit clac, en dessous de 10%, clac, elle bascule en heure seul, tout ça. Okay. L'autonomie, donc en quotidien, on est sur vraiment sur une journée, donc elle tient largement la journée, voire un petit peu plus. En fait, elle tient, tu la sors le matin vers 6h de la recharge, elle va durer jusqu'à soir 22h très bien, voire jusqu'au lendemain 6h également. Donc tu peux faire une journée, une nuit, ça fait presque 24 heures. En usage quotidien, donc avec tout à fond, tout activé. Et là, j'y suis allé comme un porc, c'est-à-dire que j'ai activé tout le tracking d'activité, le rythme cardiaque pris régulièrement, etc. Donc vraiment tout à fond, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, la totale. En mode étendu, elle dure 48 heures. Ok. Donc elle va te faire 48 heures complètes. Donc t'es vraiment là-dessus, et pile poil. Ça j'ai testé, donc tu tiens ton week-end en recharge comme ça.
Et après, tu peux le prolonger si en fin de vie, tu passes en mode hustle. Donc, Ouais. tu finis là-dessus. Et en mode hustle, c'est incroyable. C'est la folie. Alors, je l'ai pas depuis très longtemps, mais tu vois quasiment pas le niveau baissé. Donc, même quand tu es sur à moins de 10%, où en général, les batteries sont un peu limites. Bon, là, elle est neuve, donc la batterie elle est plutôt bien calibrée. Mais à 6%, elle a tenu 9 heures, non 8 heures, à 6% sans bouger. Ouais, Sans perdre 1%, elle est restée Ouais. à 1%. Et après, au bout de 6 heures, clac, elle a perdu 1% direct. Donc je pense que sur le mode hustle, ça peut durer très longtemps. Alors du coup, tu n'as pas l'intérêt du smartwatch parce que tu n'as plus l'usage smart, mais ça peut vous permettre de prolonger au moins l'usage de l'heure. Le but de la montre à la base, c'est de te donner l'heure. Le Voilà. reste, c'est cool. Mais donc, du coup, ça peut te permettre de. Voilà. Alors les moins Vas-y. que je vais retrouver dessus. Parce qu'elle n'a pas que des qualités quand Elle n'a même. pas que des qualités, non. Le bracelet qui est quand même super rigide au début, donc c'est du bracelet cuir, du vrai, donc c'est de la qualité, mais du coup au début tu t'en chies. C'est dur en fait, c'est dur à mettre, c'est dur à porter, donc il faut chercher les C'est bons comme réglages les dessus. choses à l'armée, il faut mettre du ça. journal mouillé. C'est un peu ça, il faut le faire. Voilà, il faut le faire, il faut savoir qu'il faut le faire. La traduction, donc il y a des écrans des watch face qui sont jolis, t'as vu? Hop. Oh Là t'avais un petit. Non, on a vu. C'est la première fois que je le vois ça. L'écran il était en mode comme ça. En mode zigougoui. La traduction, donc il y a des watch face. Est-ce que je vous l'ai mis? Oui, celle-là, vous allez voir, tu vois. Donc t'as alors là, elle est allumée, t'as le jour qui est écrit en français. Mercredi, par contre, t'es en mois, jour, année. Ouais. Donc le jour et le mois sont inversés sur l'heure qui est affichée. Mais quand t'es en mode veille, je vous l'ai mis en grand ici, tu vois, regarde. Mercredi 08-28. Alors au début, tu fais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et le truc qui est compliqué là-dessus, c'est que quand tu passes en mode ambiante, donc quand elle se met comme ça en veille, le jour est traduit en anglais. Donc la traduction se change. Donc ça devient, tu sens qu'il y a un petit problème de finition dans l'application, dans la watch face. Évidemment, c'est que la watch face. Donc ça s'applique pas à toutes les autres watch face. Mais ça là, c'est le par défaut et c'est le mis en avant par Fossil. Donc c'était marrant de noter ça. Je leur ai remonté, j'ai créé un bug chez eux. Merci. Comme ça, si je l'achète, ça sera peut-être corrigé d'ici là. Voilà. L'autonomie, alors je le mets en moins, mais pas tant que ça. En fait, on s'attendait, il y a beaucoup de promesses sur l'autonomie de ces nouvelles générations de montres, et en fait, c'est pas la folie. On est loin d'avoir une grosse révolution là-dessus. C'est vrai qu'on s'attendait presque à des montres qui avaient une semaine d'autonomie. Et en fait, non, t'auras pas ça. Franchement, t'auras pas ça. Par contre, t'auras plus d'usage pour une durée équivalente à ce que tu avais avant. Ouais. Franchement, on reste sur du classique. Il n'y a pas de grosse révolution là-dessus. Tu vas avoir une journée, et puis voilà. Le Google Pay. Après, si tu veux de l'autonomie, tu pars sur une WeSings. Hein. Tu pars sur WeSings. T'as les Garmin aussi qui sont bien. Si tu veux faire du sport, du tracking du sport, ça tient pas mal ça aussi. Après voilà, faut pas en demander trop sur les notifs, etc. Mais... Tout à fait. J'ai oublié de parler de trucs, mais je vais le mettre ici. Google Pay, du coup, j'ai enfin pu payer avec ma montre. C'est juste génial. C'est bien marrant. J'aimais bien moi aussi. Mais c'est marrant de voir le regard des gens aussi quand tu le fais. Ah, moi la première fois que je l'ai fait, c'était hallucinant. Voilà. C'était chez Ikea et la nana fait. Mais quel le fuck. Elle a regardé le ticket, voir s'il y avait bien eu paiement accepté et tout, elle a rien compris. La première fois que je l'ai fait, moi c'était West Corner, pour ceux qui étaient là dans l'IRL il y a 2 ans. Oui. Pour un burger le midi, et pareil, il m'a regardé, elle fait mais qu'est-ce que tu fais? En fait, bouge pas, t'inquiète pas. Alors au début c'est la première fois que je l'ai fait. Ça va pas faire mal. T'inquiète pas, ça passe. Et la config à faire c'était un peu compliqué, donc la première fois je l'ai fait, du coup c'est pour ça que je l'ai fait avec lui, parce qu'on a pu prendre le temps en même temps d'en parler, et ça a plutôt bien fonctionné, donc c'est cool. Ça c'est marrant, mais c'est pas la montre qui fait ça, toutes les montres compatibles Google Pay vont vous l'apporter. Un truc particulier qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a un micro forcément intégré dedans pour pouvoir déclencher les trucs type Google Assistant, mais il y a aussi un haut-parleur, donc tu pourras répondre en toute autonomie avec ta montre. Alors c'est comme bien. Apple Watch depuis la 3. Et ça c'est pas généralisé sur les montres Android, et ça reste pratique. Donc le cas d'usage typique, c'est t'es chez toi, t'as posé ton téléphone, quelqu'un t'appelle, et le temps que tu trouves ton téléphone, tu vas commencer à répondre. Ouais, alors ça je l'ai fait. Mais bon, c'est pas non plus. Ça dépanne, mais c'est pas plus que ça. Voilà, la personne est contente quand tu reprends ton téléphone. C'est ça. Et au moins tu sais que tu es en train de répondre. Ça, jusqu'à présent, donc ma compagne, elle a le chic pour foutre son téléphone, elle sait jamais où. Par contre, elle a toujours sa montre connectée, donc c'est une Garmin pour répondre. Donc elle répond avec, et moi je suis là, allô, 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 allô. Et donc là, tu es dans le vide, tu sais pas. Donc, le temps qu'elle trouve son téléphone, mais là au moins tu peux commencer une communication et puis parler un peu avec la personne en face avant de retrouver ton téléphone. Voilà. Et après, bon, le haut-parleur sert aussi pour le système, donc tu as les notifications qui peuvent aussi se déclencher via le son. C'est débile, mais tu peux le faire aussi, donc tu peux t'en servir. Ok. Voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, Prozine, je regarderai pour les activités qui sont proposées dedans. Mais là, on est sur du Google Fit. Donc, il faut retrouver l'ensemble des activités Google Ouais. Fit qui sont proposées. Et voilà, une plus. Je vous remets la gamme complète ici. Donc, 299 J'en avais euros. pas vu une noire et rouge, moi, qui me faisait de l'œil. Il n'y a pas noir et rouge, non. Il y a, Ah, il y a si, la dernière fois sur le site, j'en avais une noire et rouge. la Sport, peut-être. Il faudrait sur la gamme Sport. Ah, peut-être. Alors, la Sport, Est-ce qu'il y a un GPS intégré? il y a le GPS intégré. Oui, il y a le GPS intégré. Non, il n'y a pas d'option 4G, par contre. Il n'y a pas l'option 4G, non. Et la différence entre la Sport et celle-ci va se jouer sur déjà la RAM qui est embarquée. Donc les 512 mégas uniquement pour la Sport, et là on a 1 giga. Et ça fait toute la différence, j'en ai pas parlé de ça, sur la fluidité de Wear OS. Ouais. Donc on se plaignait beaucoup de la fluidité avant, donc évidemment. Bon. Là, ça a l'air fluide. Là, franchement, c'est fluide. J'ai pas poussé à l'usage à vraiment me servir de la montre comme d'un device type smartphone, vraiment. C'est vraiment une montre connectée pour étendre l'usage de notifications, etc. Et ça suffit largement. Donc, est-ce que tu nous conseilles cette montre? Alors, si vous êtes dans l'écosystème Wear OS, si vous avez envie d'une montre qui fait un petit peu de tout et qui étend votre expérience Android, oui, c'est à ce jour la meilleure montre Wear OS. Ok. Et les premiers avis qui commencent à tomber sont du même avis que moi. Donc parmi les tests qu'on va retrouver sur les générations intermédiaires ou précédentes, les gens vont encore se plaindre de sa RAM ou l'autonomie c'est pas ouf. L'autonomie c'est pas ouf non plus, on reste sur la même chose. Par contre, là, Par contre, c'est la fluide, fluidité ça et rame l'expérience. pas. Ah, On sait très bien quand même que la fluidité dans l'expérience utilisateur, c'est quand même le truc de base qui te change la vie, quoi. Donc, La couronne, moi je suis fan, donc franchement, Ok. par rapport aux autres, c'est vraiment super bien. Et après, il y a le prix. Donc là, évidemment, ça vient avec un prix qui est pas négligeable. 300 €, c'est quand même pas rien pour une montre connectée. Mais après, c'est de la qualité. C'est une vraie marque de montre et c'est plutôt classe comme montre derrière. Donc ça fait moins smartwatch que d'autres modèles de smartwatch qui est derrière. Voilà. moi, j'aime bien le côté rond. Après, pour lire les SMS, etc., sur un écran rond, ça, c'est pas trop perturbant. Non, aucun problème. Franchement, t'as aucun problème. Tu vois, tu peux dire ça et les mails ou tout. Enfin, mais après, j'ai l'habitude. C'est vrai que j'avais déjà l'habitude de lire Ouais, là-dessus. c'est ça. Et après, l'ergonomie, tu peux lire, enfin au milieu c'est suffisamment large pour les refaire défiler le texte. Ouais. Mais oui, venant d'une Apple Watch où c'est plus carré, tu Bah as ouais, plus parce que là, l'habitude de t'as ton voir. texte qui est, voilà, forcément. C'est le compromis entre le Ouais. look et le design plutôt Après, rond de montre. moi, j'aime assez le côté. C'est une montre qui ressemble à une montre. Voilà. Mais bon. Je Ok. l'ai acheté où? Directement sur le site de Fossil, puisque je l'ai prise à quelques jours de sa sortie. Donc, du coup, on n'a pas de lien d'affiliation. On n'a pas une affiliation. On est pas Non, non, affilié je avec l'ai Fossil. acheté moi-même, donc c'est pas une montre de prêt ou du matos qui m'a envoyé. Même c'est si, vraiment moi. merci, hein, ils ont liké le Voilà. truc. Mais s'ils veulent nous envoyer d'autres montres pour tester ou d'autres Bah, moi, appareils, j'ai plus allez-y. d'Apple Watch. Si vous voulez que je passe chez Fossil. Non, mais la Sport, ça peut être pas mal. J'ai pas testé. Alors, La Sport, c'est la même puce, hein. c'est la même puce, mais avec la moitié moins de RAM. Donc, Oui, elle a que 512. et du coup, tu vas retrouver des lags de temps en temps sur C'est ça. Wear OS. Ouais. Et il y a quelques capteurs en moins. Ah, j'ai oublié de parler de l'étanchéité, elle est étanche, hein, donc vous pouvez aller vous baigner avec, jusqu'à 30 mètres. Ok. Voilà, malgré le haut-parleur et le micro. Mais il n'y a pas d'électrocardiogramme. Il n'y a pas l'électrocardiogramme. Non. Ça, je crois qu'elle n'est pas encore sur du Non, Wear il y OS. a que Apple. Voilà. Mais voilà, c'est tout, j'ai fini pour ce test. Parfait, merci. Voilà. Il faudrait qu'on demande un lien d'affiliation, moi, qui traque les gens qui vont acheter ça. Voilà, belle petite montre, j'en suis très content en tout cas pour l'instant. Bah écoute, Pas de ouais, c'est- problème. Voilà. Ben écoutez, merci à tous d'être venus encore si nombreux pour cet épisode en live. Pour nous retrouver. Pour nous retrouver, ça se passe sur Twitter, dans le bon ordre, Chris Kamikas, voilà. LB Stéphane pour toi, tout est là. Faudrait que je fasse en fait. Non, mais je le faisais là, donc ça peut pas Ah, marcher. oui, ça marche pas. Faut que je fasse- Voilà. Si vous voulez. Là, on va croire que je te fais des trucs. Donc, Si vous, si vous voulez qu'on continue à faire des tests de matos, eh bien, il faut nous aider à ça. Et pour nous aider, il n'y a rien de tel que le Tipeee. C'est sur Ouais. tipeee.com/stdrenegade. Vous allez pouvoir nous soutenir à partir de 1 €, je crois même. Et ça nous aide à produire ces émissions, à produire du contenu, à nous équiper à la fois en matos pour équiper le studio, pour à tourner, payer ce magnifique studio ou à acheter du matériel, évidemment, pour tester des choses. ou à vous faire gagner des choses. Ou faire gagner des choses également, puisqu'il oui. y a eu un Google, il y a plein de trucs qu'on a fait gagner récemment, des Google Home Mini, Bah, des ouais. Bernadette Amazon, On est des oufs. Amazon Echo, plein de choses, c'est la fête. Et en plus, pour un certain palier de soutien, vous allez pouvoir nous rejoindre sur le Slack, donc qui est le salon de discussion, vous allez pouvoir échanger avec nous en direct tout au long de la journée, avec les meilleurs d'entre nous. Voilà. Merci, Johan. Ciao. À demain. Après, si vous souhaitez retrouver l'ensemble des émissions qu'on produit ici à Studio Renegade, ça se passe sur studiorenegade.fr. Vous Ouais. allez voir l'agenda avec toutes les émissions. Vous allez retrouver par exemple tous les matins à 8h
Morning Tech Review, où c'est en coopération, Nelliger, Cédric et des fois Nico Poppy qui font la revue tech ensemble avec vous, puisqu'ils débriefent aussi des articles et des liens que vous leur envoyez. Ouais, les petits articles de la veille sur la tech, et c'est en mode bon enfant, c'est très sympa à regarder. Donc autour de votre... Sur le trajet. Sur le trajet du boulot. Alors nous on le fait sur le trajet des fois. c'est ça. Mais vous pouvez faire ça devant votre café, tranquillement, voilà. De toute façon, vous avez les liens vers toutes les émissions, donc n'hésitez pas à regarder, parce qu'on a un panel assez large maintenant d'émissions. Tout à fait. Et donc vous retrouverez tous les liens vers les replays des différentes chaînes YouTube, etc. Directement sur le site studiorenegade.fr. Et bien écoutez, merci à tous et à bientôt. Merci. Ciao, ciao. Ciao.